Alors bonjour et bienvenue à notre webinaire Club Bourse et Investissement. Donc c'est rendez-vous où nous parlons, comme son nom l'indique, bourse. On va parler marché, on va essayer de démystifier ce qui se passe en ce moment sur le marché boursier et vous donner des clés pour le comprendre, mais surtout pour investir dans les semaines, voire les mois qui viennent. On a connu une année boursière relativement surprenante puisque on avait commencé l'année en se disant que globalement le premier semestre devrait être favorable, suivi d'un deuxième semestre où tout l'ensemble des analystes était peut-être un peu moins positif. Jusqu'à juin, ça s'est plus ou moins passé comme ça. Après le mois de juin, la situation est devenue un peu plus compliquée, un peu plus difficile à lire. Ce qu'on peut retenir jusqu'à présent de cette année, il nous reste un peu moins de 2 mois, c'est que nous avons retrouvé un semblant de volatilité, hein, on est dans une situation différente de l'année dernière où on avait une vraie trappe où la volatilité, le mouvement sur les marchés était relativement faible puisqu'on avait la volatilité de notre Eurostoxx, donc des principales valeurs de la zone euro qui se stagnaient en gros sur les 10 points. Il pouvait se passer n'importe quoi, on en restait là. Cette année, ça a été différent. Déjà, dès le début du mois de février, on a vu le retour des craintes inflationnistes qui avaient tiré une forte volatilité. Cependant, il n'y a jamais eu de vrai moment, donc puisqu'on a connu 7 à 8 moments de volatilité dans l'année, il n'y a jamais eu de vrai moment où le marché a tenu, enfin est resté vraiment sur des niveaux de volatilité importants dans la durée. Donc on a des corrections qui se sont faites relativement rapidement. C'est ce qui est également en train de se passer jusqu'à présent, puisque si on avait connu en gros un moment où le marché était resté sur 20-22 points de volatilité. Là, on est redescendu entre 15 et 16 ce matin. C'est vrai que entre-temps, il y a eu les mid-terms et la volatilité, quand on connaît le résultat, il n'y a plus à douter. Hein. Ça, c'est relativement logique. C'est-à-dire qu'une fois que le résultat est connu, on n'a plus à douter. Cependant, pourquoi on a choisi de se retrouver en ce moment? Déjà parce que quand on a préparé ce webinaire, on s'est dit que ce serait bien de le faire dès le lendemain des midterms parce que c'est effectivement un élément qui pouvait ou qui peut. Et là, donc, nos spécialistes sont là pour en parler et j'en profite pour les présenter, donc que vous connaissez bien. Denis Lantoine, donc rédacteur en chef les échos Investir, bourses, investir.fr. investir.fr. Donc d'ailleurs, je vais faire voir directement le site que vous connaissez bien. Et Frédéric Garcia de Bourse Direct, donc responsable de la salle de Bourse Direct. Donc Bonjour, monsieur. notre objectif, Bonjour à ça, tous. et donc moi, Christophe Grosset, responsable des produits de bourse chez Unicredit. Donc l'intermédiaire, le journaliste et l'émetteur de produits de bourse. On va essayer de vous donner notre point de vue. C'est je dirais la règle de ce club bourse, c'est-à-dire qu'on vous donne effectivement notre point de vue, nos convictions. C'est également à vous de participer. Donc on aura quelques petits sondages pendant la présentation où on vous demandera votre avis, mais surtout, n'hésitez pas à nous solliciter, à nous faire part de vos questions, puisque cette heure, c'est un moment qui doit être et qui est interactif. Petite parenthèse rapide sur notre actualité en produits de bourse. Je pense que vous l'aurez suivi. On a intensifié. En fait, c'est fait un peu technique, mais depuis le mois d'août, on a une nouvelle plateforme d'émission qui nous permet d'émettre naturellement tous les jours, mais de façon beaucoup plus intensive. Alors, on a adopté un certain nombre de mesures qui portent un peu à ramener un peu de concurrence sur ce marché des produits de bourse. Par exemple, sur le CAC, on émet tous les 10 points. Donc, chaque 10 points du CAC, on émet un produit. On a lancé des turbos limités sur les indices américains, donc ce sera sûrement un des sujets du jour. Et surtout, on a relancé depuis le début octobre les stability, donc ces instruments, on l'illustrera, qui nous permettent d'avoir un investissement un petit peu différent. Et on a coté ça de façon massive, puisqu'on a fait ça sur le CAC, mais également un certain nombre d'actions. Donc maintenant, avec les produits de bourse, vous pouvez aller à la hausse, à la baisse, à court terme ou à long terme, mais également jouer ou investir sur la stabilité. C'est les nouveautés. Et puis, donc, une petite parenthèse également. On y reviendra peut-être clôture. Des valeurs qui font beaucoup parler d'elles. Donc, vous le savez, le cannabis a été
libéralisé au Canada et donc des valeurs ont été créées sur ce produit. Donc, il nous a été demandé de faire également des produits de bourse sur ces valeurs-là. Donc, on a pris les trois principales, donc sur lesquelles on a coté effectivement des varans que vous retrouvez effectivement dans notre gamme. Donc, vous voyez, c'est beaucoup enrichi. Hein. Donc, notre gamme, je les cherche. Donc, les trois valeurs sont de toute façon Aurora, Canopy et Tilray, donc que vous retrouvez également sur les produits de bourse. On y reviendra. On regardera également l'analyse technique disponible sur notre site. Donc on a beaucoup de choses à parler. Hein. Donc on ressort donc d'une clôture de mid-term. Donc le marché pour l'instant semble plutôt bien réagir, hein, plutôt bien réagir. Donc avec un CAC 40 qui, vous le voyez, avait commencé quand même la journée de façon assez positive. Hein. On va le regarder sur ton site, Denis, tant qu'à faire. Enfin, on sautera un peu d'un site à l'autre. Je vois Frédéric un peu fâché qu'on utilise ton site. On commence par investir parce que dans l'ordre d'être assis. Mais nous au moins on est en direct. Bon, alors, bien sûr, donc, bon, bref, on le voit, un CAC plus 1,37%, donc il y a eu une belle ouverture, donc à 5144. Et puis, bon, des indices américains qu'on ne verra pas ouvrir, mais que peut-être on peut regarder les futurs sur ton site, non On peut en effet voir les futurs. On verra les futurs sur ton site et on verra ce qu'il en est avant l'ouverture, puisque clairement, et c'est une petite stratégie qu'on en pourra parler, l'ouverture des marchés américains, c'est toujours intéressant sur l'impact sur nos marchés européens. Donc, c'est mid-term. Qu'est-ce que votre premier sentiment à chaud? Et puis on rentrera effectivement dans la présentation de plus large effectivement de la situation de marché. Mais les mid-term, qu'est-ce qui est en train de se passer sur le marché? C'est une journée clou ou c'est pas une journée clou? Non, on a un mot, ça y est, hein, c'est fait, c'est bouclé. Hein, on sait effectivement, c'est déroulé exactement en tout cas comme les sondages l'annonçaient. Et puis surtout, il n'y a pas eu de vague non plus démocrate, comme on pouvait laisser craindre. Éventuellement, le marché aurait pu prendre peur à ce qu'il y ait une vague une très large victoire des démocrates, ce qui n'a pas été le cas. Comme prévu, la Chambre des représentants, où il y avait 435 sièges, l'intégralité de la Chambre des représentants qui était remise, qui était renouvelée, là effectivement donc est passée aux démocrates. En revanche, le Sénat reste, lui, aux républicains, et même si le pouvoir, en tout cas, on va dire entre guillemets républicain, s'est légèrement renforcé, en tout cas sur le tiers des sièges qui étaient remis en jeu. Je vous rappelle que le Sénat, là, c'est un tiers, en tout cas, tous les 2 ans, alors que la Chambre des représentants, c'est l'intégralité de la Chambre. Donc, pas de vague non plus démocrate, ça légitime en tout cas, ça légitime entre guillemets. C'est vrai que Donald Trump perd les pleins pouvoirs, on va dire comme il l'avait auparavant, mais en tout cas, il conserve en tout cas les pouvoirs sur lesquels il est peut-être le plus influent. Parce que c'est vrai que là, les démocrates ne pourront pas revenir en tout cas sur la réforme fiscale qui a été mise en place par Donald Trump, parce qu'il faut que ça passe au Sénat, et le Sénat est républicain pour que ce soit cassé, ni même non plus sur les mesures de dérégulation qu'il y a eu dans le secteur bancaire. Donc en gros, les 2 grandes avancées Trump, on va dire entre guillemets, qui avait été mise en place, a priori ne devrait pas être remise en cause par les républicains. Et pour ce qui est de la guerre commerciale, c'est intéressant ce graphique là sur. On va y venir juste après, effectivement. Je termine en tout cas aussi sur la guerre commerciale parce que c'est là effectivement où on s'attendait. Est-ce que le fait que Trump perde la Chambre des représentants, ça va le bloquer en tout cas dans ses initiatives en termes de guerre commerciale contre la Chine? Là non plus, rien ne devrait changer. Parce que les démocrates, on peut pas dire non plus qu'ils soient totalement anti-chinois. Donc globalement, il y a quand même des pro-Trump chez les démocrates, on va dire entre guillemets, en tout cas en matière de guerre commerciale. Et puis surtout, Trump, ce qu'il a fait, c'est qu'il utilise les décrets. Donc en fait, il a ni besoin de la Chambre des représentants, ni du Sénat pour mener sa guerre commerciale. Le seul rôle de l'une de ces 2 chambres, il est au Sénat, et c'est uniquement pour valider un accord commercial quand il est ficelé. Donc on n'y est pas encore. Donc pour l'instant, en tout cas, rien de particulier. Il n'y a pas de gros risque, en tout cas pour Trump, parce qu'il s'en sort finalement pas plus mal. Et Trump, il faut le rappeler, il est déjà en campagne pour 2020. Hein. Il n'est pas les midterms, c'était juste un tremplin pour lui. Et ça le légitime, en tout cas, dans la possibilité qu'il puisse remporter un nouveau mandat en 2020, parce qu'il n'y a pas eu non plus de grandes vagues contre lui. Le petit graphique, effectivement, il est intéressant. Peut-être le mettre en plus grand, je sais pas, ou sinon en tout cas on va l'expliquer. Il explique en tout cas, on a regardé un petit peu toutes les années de mid-term et toutes les configurations en tout cas de pouvoir contre pouvoir du président et du Congrès. Alors
on regarde effectivement, les années en fait où on a le plus monté, années de mi-terme, c'est quand même quand il y avait les démocrates qui étaient au pouvoir président, ce qui n'est pas le cas cette année. Donc on enlève les trois plus fortes hausses de 14%, 15%, 16%. Et en revanche, performance du S&P 500, vous voyez qu'en fait c'est 12% en tout cas quand le président est républicain et que le Congrès est partagé, ce qui est le cas donc actuellement, puisque on a donc l'une des deux chambres qui est républicaine et l'autre qui est démocrate. Et ça, c'est arrivé durant 7 fois seulement donc dans l'histoire du S&P 500. Alors, ce sont que des chiffres, attention, parce que vu ce qu'on a connu, en tout cas depuis le début de l'année, on va y revenir juste après, mais quand même le mois d'octobre, elle a quand même bien refroidi les initiatives. On est certes légèrement positif sur le S&P 500 depuis le début de l'année, mais pas beaucoup. Donc si on gagne je dirais 2-3% peut-être éventuellement depuis le début de l'année, ça veut dire qu'il faudrait qu'on en gagne 9 d'ici à la fin de l'année. Je ne suis pas convaincu qu'on fasse les 12% de hausse cette année de mi-terme. Mais bon, on en parlera ça tout à l'heure. Voilà pour les mi-termes. Frédéric, comment ça se passait ce matin en salle, les clients, comment ils réagissaient Je crois que Denis a fait le tour de la question, donc il a plus en termes d'opération. Est-ce qu'il y avait des plus en de termes volume d'opération, on a quand même senti un retour un petit peu des investisseurs, tout du moins sur le court terme. Voilà, on pense que la plupart des obstacles, des problèmes sont levés, tout du moins d'ici la fin de l'année. On va continuer donc à surveiller l'évolution des taux. Parce que les taux courts, donc c'est la Fed qui influence dessus, mais il y a aussi les taux longs. Donc jusqu'à présent, on était jusqu'en fin 2017, on était sur les actions parce que par défaut, les taux ne procuraient aucun rendement. Maintenant, on a quand même des taux longs qui, je crois, ont atteint un niveau historique, enfin pas un niveau historique, mais un plus haut sur 10 ans. Il y a 2 ou 3 jours, on est remonté sur la zone des 3,27, je crois, pas loin des 3,30, 3,40. 3,40, c'est un seuil à première vue pour les stratégistes, un seuil important à ne pas franchir, où là on aurait de nouveau donc un appétit pour les obligations, puis qui se ferait bien évidemment au détriment des actions. Donc ce matin, donc les mid-term ont un petit peu rassuré les marchés. On avait corrigé, comme l'a souligné Denis, de l'ordre de 10% sur le CAC 40 et sur la plupart des grands indices au mois d'octobre. Donc il y a des rachats à bon compte sur des valeurs qui ont été massacrées. On pourra le voir par la suite. Des rachats à bon compte pour éventuellement anticiper, alors peut-être pas, comme le soulignait Denis, un énorme rallye d'ici la fin de l'année, mais peut-être remonter un tout petit peu quand on va s'approcher tout à l'heure de la configuration graphique du CAC 40. Pourquoi pas se rapprocher autour des 5200, 5250 points, mais on ne devrait pas pouvoir aller au-delà, ce qui nous solderait finalement une année sur une performance négative, puisqu'on était un petit peu au-dessus des 5300 au 31 décembre de l'an dernier. Ok, si effectivement, si on souhaite investir sur cette tendance, naturellement, je vous le faisais voir après avoir regardé le morning meeting de Bourse Direct. On a toute une série de turbo illimité baisse. Donc le turbo illimité baisse, c'est un instrument qui nous permet de nous positionner de façon directionnelle sur l'évolution de l'indice. Et là, le principal avantage, c'est que c'est des produits pour le coup qui réagissent bien. Puisqu'on parle de produits à effet de levier. Donc, par exemple, sur celui que j'ai pris de façon relativement aléatoire pour vous l'illustrer, on a un effet de levier de 15. Mais ce qui est bien, c'est que en fonction de où vous allez choisir votre prix d'exercice, vous voyez, on en émet tous les 20 points, donc c'est quand même relativement large sur le S&P. L'effet de levier dont vous allez bénéficier va être de réciproquement plus ou moins inférieur. Donc, par exemple, le 5002 et celui-ci qui est 40 points plus bas, on passe d'un effet de levier de 15 à 11. Donc, on peut effectivement choisir son produit. L'intérêt, c'est qu'on n'a pas de limite de temps. Et comme cela, comme sur tous nos produits de bourse, je rappelle, on émet tous les jours et le pas de cotation qu'on s'est donné sur le S&P, c'est d'être là tous les 20 points. Après, si vous préférez le Nasdaq ou le Dow Jones, on les a également mis, mais quand on parlait des S&P avec ce joli petit graphique, c'était l'illustration en pratique de comment on peut le faire. L'intérêt naturellement avec les produits de levier, c'est que si on en prend par exemple qui a un effet de levier de 10, c'est qu'on va pouvoir investir 10 fois moins. C'est surtout, ça va être beaucoup plus réactif.
on met ce capital en risque, mais on investit moins, ce qui nous permet de nous positionner. Donc si on s'attend à une ouverture des marchés qui pourraient être déjà à la hausse, mais enfin des marchés américains pourraient être déjà à la hausse, mais se poursuivre dans la foulée par une espèce de tendance, on peut le faire avec un turbo si on allait chercher trop loin. Situation générale sur le marché, on va peut-être commencer par là, après avoir débroussaillé sur les midterms. On attendait tous un petit peu de voir où on en était. Donc je remonte à mois d'octobre rose. Bah oui, on sort quand même d'un sacré mois, quand même. C'est vrai qu'on l'a senti passer, quand même, je pense, sur le marché. Et encore, là, je vous ai montré les chiffres uniquement, en fait, sur le mois, donc calendaire. Moins 5,07% pour le Dow Jones, moins 9,2% pour le Nasdaq, moins 7,28% pour le CAC 40. Mais comme le disait tout à l'heure Frédéric, on est passé par du moins 10 entre le plus haut et le plus bas. Donc on est rentré, comme on dit, en phase de correction. Là, c'était tout l'un ou tout l'autre. Soit on allait effectivement vers le moins 20, etc. Soit on pouvait revenir éventuellement un petit peu. C'est ce qui s'est passé. Donc ça donne pas l'impression que le mois ait quand même été aussi compliqué, en tout cas quand on voit le moins 5 du Dow Jones, mais des marchés qui ont quand même été bien ébranlés, poussé de la volatilité, vous le signaliez tout à l'heure Christophe, mais aussi on a quand même, on verra, pourquoi, parce qu'il y a quand même un monde qui a changé, on le verra juste après, mais on a aussi quand même on a eu un coup d'arrêt sur les GAFAM. C'était pas arrivé, en tout cas, depuis maintenant de nombreux trimestres. Des publications qui sont soldées, en tout cas, par des sanctions pour certains GAFAM. Et donc, en plus, le fameux triple A, on va dire, des GAFAM, Alphabet, maison mère de Google, Apple et Amazon avec des moins 5, moins 6, moins 7%. Voilà, effectivement, ça montre en tout cas qu'il y a quand même des choses qui changent un petit peu. On ne peut pas tout le temps monter, les arbres ne montent pas jusqu'au ciel. Et quand on a un Apple qui fait partie des 3 indices, naturellement, ça pèse sur les 3 indices, encore un peu plus sur le Nasdaq. Voilà pourquoi en fait on a quand même perdu plus de 9% sur le mois. Alors quand je dis qu'effectivement il se passe des choses, c'est vrai qu'en fait on a vite, quand on était durant le mois d'octobre, on a fait le parallèle avec le mois de février. Souvenez-vous, on a eu le premier sell-off de l'année, on l'a eu en février. Là, on s'est dit, allez, on a le deuxième sell-off de l'année, situé au mois d'octobre. Est-ce qu'on est dans les mêmes conditions ou est-ce qu'on ne l'est pas? C'est-à-dire, en gros, est-ce qu'on remonte derrière, comme on l'a fait retrouver d'ailleurs des plus nouveaux plus hauts historiques pour les marchés américains, ou est-ce que finalement il y a quelque chose qui a changé? Et c'est là où on peut peut-être passer donc au slide suivant, Christophe, pour montrer que pour moi, en tout cas, il y a quand même une conjoncture qui a maintenant clairement changé. On n'est plus dans les mêmes conditions qu'au mois de février-mars. La sonnette d'alarme, c'est le FMI qui l'a tiré en révisant en tout cas la baisse ses prévisions de croissance mondiale pour cette année. Et c'est vrai qu'après, on s'est dit, bon, ok, c'est le FMI, c'est la première alerte, vrai, pas vrai, on va attendre un petit peu. Là, c'est vrai que tous les chiffres qui sont publiés maintenant confirment en tout cas que le monde, la conjoncture a changé, qu'on est dans un monde, une conjoncture beaucoup plus dégradée que ce qu'elle était au mois de février. Et ça un peu partout. En Chine, par exemple, où effectivement le PIB, on sait qu'il est quand même plus ou moins contrôlé quand même par l'État, donc c'est les chiffres qu'on veut bien mettre en avant, mais c'est vrai que le PIB, il est quand même plus bas depuis maintenant de nombreuses années, 6,5%, c'était 6,7 auparavant, donc on sent quand même qu'il y a une tendance. On a des autorités chinoises qui disent clairement qu'elles vont soutenir l'économie, des mesures de relance, soutenir les marchés, soutenir l'économie, donc on sent bien quand même que cette guerre commerciale, elle a un impact quand même, elle la lamine un petit peu sur le fond, donc en gros, attention à la consommation aussi maintenant des Chinois. Est-ce que la consommation domestique va se poursuivre telle qu'elle l'a fait encore, comme elle l'a fait auparavant? Ça, c'est pas évident. En tout cas, on a une croissance mondiale qui ralentit, un impact perceptible en Chine, des indices PMI qui sont pas très loin de 50, donc en gros, attention à la contraction. États-Unis, là aussi, on se pose des questions. Fin de cycle bientôt, on l'avance maintenant pour 2020. A priori, si j'ai bien vu, on a quand même des chiffres de PIB et de l'emploi qui restent solides. Mais là aussi, une claire alerte sur les prix. Attention à l'inflation, attention aux conséquences de la guerre commerciale. C'est la Fed qui l'a dit dans son dernier livre belge. Donc, c'est un choc qui est observé au niveau des prix et de l'inflation. On verra si c'est confirmé. En tout cas, pas de décision à attendre pour la Fed jeudi soir, demain soir. Mais des commentaires très certainement, en tout cas, sur l'impact des nouveaux tarifs de douane. Et puis l'Europe, qui ne fait pas exception. C'est rare, en tout cas, que l'Europe puisse faire exception. D'ailleurs, quand autour d'elle, ça se dégrade un peu, c'est le cas avec le climat économique qui se dégrade. Là aussi, vous le voyez sur le petit graphique, on ne voit pas très bien les chiffres, mais on devine, en tout cas, comme on est entré en phase donc descendante, comme ça avait été le cas en tout cas au cours des dernières années, dernier cycle. Et donc, on est là maintenant avec des PMI qui sont en train de se dégrader. Donc là aussi, ralentissement de l'économie en Europe. Donc, ralentissement global.
Ça se voit d'ailleurs dans les cycliques, on aura l'occasion d'en parler avec Frédéric tout à l'heure. Ce sont les premières, en tout cas, qui ont été les victimes, en tout cas, sur les marchés. Attention, parce que donc effectivement, sell-off comme au mois de février, moins 5%, quasiment le même bilan qu'au mois de février, mais une conjoncture qui a changé. Pour moi, il y a un monde qui a changé. Ok, très bien. Donc une évolution. Frédéric, vous partagez cette vue ou vous voulez qu'on passe directement à l'analyse de nos indices? Non, c'est vrai qu'on a connu un cycle quasi historique de 10 ans de progression des marchés. Voilà, donc comme vous soulignez, Denis, le panorama macro et microéconomique est en train de changer. On a une inversion donc concernant les taux de croissance. Ce sont les dirigeants d'entreprise qui nous signalent que la guerre commerciale sino-américaine commence à peser donc sur les marges et forcément tôt ou tard ça va rogner un petit peu les bénéfices. Donc voilà, le panorama a changé et la conjoncture s'est dégradée progressivement tout au long de l'année 2018. Voilà, donc sans tirer les plans sur la comète, on devrait avoir une année 2019. La fin de l'année devrait être relativement calme, mais on devrait avoir une année 2019 assez volatile. Donc il faut se préparer déjà à ça. Voilà. Après, si on peut voir éventuellement maintenant la configuration graphique du CAC 40. Alors, avant de voir la configuration graphique du CAC 40, on va demander à l'ensemble des participants, hein, puisque c'est une approche interactive, leur scénario donc sur le CAC de façon très simple. Hein. Donc là, on demande une réaction, je dirais, impulsive, hein, en hausse, en baisse, stable. Et d'ailleurs, j'ai fait le même séminaire hier le même sondage dans un webinaire que j'ai fait hier en Italie. Donc on pourra voir si il y a une tendance européenne qui se dessine ou pas. Donc vous avez une minute effectivement pour exprimer votre point de vue. Donc où voyez-vous le CAC? Vous le voyez en hausse, stable ou en baisse? C'est vrai qu'hier on était avant les mi-termes, là on est après. Donc sans aller chercher effectivement des niveaux de volatilité, on verra ce qu'il en est. Je vous laisse encore une quinzaine de secondes pour vous exprimer. On a quand même, c'est assez surprenant. Bon, on va s'arrêter là. Hop, je partage le résultat. 41% d'entre nous s'attend à une hausse. C'est impressionnant? D'ici la fin de l'année? Oui, d'ici la fin de l'année. 41%, 48% la stabilité, seulement 11% une baisse. Ce fort pourcentage de hausse. Alors rappelons le boursier est toujours optimiste. Voilà. Moi, je le vois dans les sondages qu'on donne aussi sur Investir. En fait, quand vous voyez, comment voyez-vous la bourse évoluer, c'est toujours globalement un avis toujours plus optimiste que pessimiste. Non, mais c'est vrai que la moyenne, c'est 2 tiers de haussier, 1 tiers de baissier. Ouais, mais là, quand même, on était quand même depuis un mois sur des sondages quand on les faisait, on arrivait à 10-15% de personnes qui voyaient une hausse. Comme on dit souvent, il y a déjà beaucoup d'événements qui sont entre guillemets qui sont intégrés dans les cours. Voilà, on a perdu, Denis soulignait, 9,2% sur le CAC 40 au mois d'octobre. On est même descendu à 4896 au plus bas. Là, on est autour des 5150, on a repris 4-5%. Je pense qu'il y a une bonne partie des mauvaises nouvelles qui ont été incorporées, qui ont été intégrées dans les cours. Après la fin de l'année, si le sondage il part sur la fin de l'année, c'est demain. Hein. Il nous reste un gros mois. Ah bah oui, non, mais c'est 15 décembre, on est dans la réaction impulsive. Donc là, c'est de la réorganisation de portefeuille. Donc voilà, c'est du rééquilibrage. On essaye d'acheter les valeurs qui ont tiré leur épingle du jeu sur les indices cette année. Voilà, donc en général, c'est toujours une période. La fin de l'année, c'est toujours une période, le dernier mois, un petit peu plus favorable parce qu'il y a de l'habillage de portefeuille qui tire les belles valeurs qui ont bien performé, donc les grosses capitalisations qui se sont donc décorrélées du marché baissier qu'on a connu sur le troisième trimestre 2018. Voilà, donc c'est somme toute logique qu'on ait un consensus assez optimiste sur la fin de l'année. Voilà, après pour 2019. Le scénario, donc là on voit le graphique. Exact, le scénario, donc on voit le graphique. D'autant que si on achète, en gros, comme vous disait Frédéric, si on achète les valeurs qui ont bien performé, c'est aussi celles qui pèsent le plus lourd dans l'indice CAC 40 cette année, forcément. avec le luxe, l'aéronautique, ceux qui sont vraiment clairement détachés, plus Total. Donc en gros, si on achète que celles qui ont bien marché, effectivement, ça a un poids supplémentaire que si ça avait été les cycliques avec l'automobile, par exemple. Exactement. Il y a eu un effet de repondérage sur les valeurs qui ont performé, donc qui ont augmenté leur capitalisation, donc qui pèsent plus dans les indices, au détriment des valeurs qui ont sous-performé, qui elles donc ont vu leur poids se réduire au sein de l'indice. Et qui étaient déjà plus petites auparavant. Et qui donc étaient déjà l'écart plus c'est petites. encore accroché. Donc, scénario.
Là, on en est à 5000. Donc on est à 5150 approximativement depuis ce matin à l'ouverture. On n'a pas ouvert sur un gap. Néanmoins, donc on a laissé un gap lorsqu'on a un petit peu rebondi sur les 4896. Donc un gap, c'est une absence de cotation donc pour les chartistes. Donc c'est-à-dire que le CAC n'a pas inscrit un certain nombre de points entre le plus haut de la veille, donc un gap haussier, le plus haut de la veille et le plus bas du jour, donc entre 5020 et 5040. Donc on est en phase de reprise. On devrait donc, si tout va bien, si on reprend les retracements de Fibonacci, on devrait au pire des cas retracer 5170 qui était une zone sur laquelle on avait buté déjà la semaine dernière, vendredi dernier. On pensait justement, comme le soulignait Denis, bon, quand on reparle des GAFAM, puisque c'est elles qui ont clairement dicté la tendance sur toute cette année, hein. On a eu Apple, donc on avait envisagé des bons résultats d'Apple le jeudi soir et puis patatras. Apple a sorti donc certes des chiffres historiques, mais des prévisions de vente pour la fin de l'année qui étaient un petit peu décevantes. Donc Apple, c'était un peu plus de 1000 milliards de dollars de capitalisation au jeudi soir avant les résultats. Et lundi, après 10 séances de baisse, on avait perdu 100 milliards de capitalisation. Et donc, on s'était de nouveau installé en baisse sur le Nasdaq. Donc, on devrait sans Il y a trop de quand même un problèmes. certain engouement sur ces valeurs. Ah bah, c'est de toute 100 façon, milliards en 2 séances. C'est l'équivalent total, quasiment, hein, pas très loin, à quelques milliards près. exactement, exactement. Donc, de toute façon, c'est elles qui vont vous dicter bientôt votre quotidien, hein. Donc, ça, il faut l'intégrer. Donc 5170 et 5200, logiquement, on devrait pouvoir aller sur cette zone-là. Après, ça va être un petit peu plus compliqué. Si on arrive dans le meilleur des cas d'ici la fin de l'année, c'est ce qu'on envisageait en début de webinaire, 5250, ça devrait être dans le meilleur retracement pour nous d'ici la fin de l'année. Voilà, donc finir l'année sur une performance légèrement négative, mais bon, somme toute raisonnable, 5250. Après, bien évidemment, pour repasser positif sur le CAC 40, il faudrait donc repasser l'oblique mensuel de long terme à 5400 et les plus hauts annuels à 5500. Mais là, pour l'instant, on ne voit aucune raison pour que le marché remonte, ne serait-ce qu'au-dessus de 5250. A contrario, toute mauvaise nouvelle, on n'est pas à l'abri d'un accord. Il y a des tweets. Actuellement, on fonctionne énormément. Toute cette année, on a fonctionné sur les tweets. On n'est pas à l'abri d'un accord entre. Alors, je crois que les dirigeants donc chinois et donc Donald Trump et américains doivent se rencontrer, je crois, à Buenos Aires en Argentine le 20 ou le 27 novembre, je ne sais plus. D'ici dans la deuxième quinzaine de novembre. On n'est pas à l'abri d'un accord, alors peut-être pas total, mais d'un pseudo-accord qui pourrait donc provoquer une détente sur les marchés et un rallye ou une ouverture avec un gap de 2 ou 3% et puis revenir chercher les objectifs qu'on a cités précédemment. On n'est pas à l'abri d'une bonne nouvelle. Voilà. Par contre, bien évidemment On peut aussi, être seulement déçu en bien. on peut être déçu en bien, mais par contre, on peut être aussi terriblement déçu. C'est finalement, on ne voit pas l'ombre d'un accord se dessiner d'ici la fin de l'année, parce que ça voudrait dire que la guerre pourrait reprendre et l'ensemble des importations chinoises aux États-Unis serait donc taxé en janvier prochain, janvier 2019. Ok, bah là-dessus, je pense sur le CAC, c'est le sous-jacent sur lequel on doit avoir le plus de produits. Non, voilà. Non, mais également en termes de volume, hein, donc on sort d'un mois sur les produits de bourse en bourse de Paris exceptionnel. Je rappelle le chiffre 470 millions d'euros échangés, c'est presque un demi-milliard. Bon, on est loin des chiffres d'Apple, mais tout de même, pour notre marché parisien des produits de bourse, c'est énorme. C'est simplement le meilleur mois de l'année et je pense que c'est également pour retourner sur ces volumes, on doit se remettre de retourner 2 ans en arrière. Donc un mois qui a été finalement très actif sur les produits de bourse. On l'explique que les marchés ils ont rebougé depuis longtemps. On a eu le temps de s'habituer à ces produits et donc on a vu beaucoup de jets de trading, c'est-à-dire d'investisseurs utiliser principalement des produits, je veux dire qui sont les plus économiques qu'on trouve
en bourse de Paris, mais je dirais même globalement qu'on trouve en Europe, qui sont les turbos classiques sur donc turbo classique, un instrument le plus simple en produit de bourse, c'est difficile de le faire. C'est simplement un instrument qui réplique au-dessus dans le cas des calls ou en dessous dans le cas des puts l'évolution d'un indice boursier ou d'une action. Indice boursier, bah, c'est très simple, on a un prix de référence, on gagne ce qui est au-dessus, si ce niveau est rejoint, bah, on perd, donc ça c'est interrompu. Donc c'est comme si on investissait avec un stop loss implicite. Là par exemple sur ce produit, il y a une date de maturité, donc on peut définir. Un élément, ce qu'on a cherché de se différencier, on a aimé jusque à des échéances relativement longues, mars depuis quelques temps, ce qui vous permet de vous positionner sur l'évolution du CAC jusqu'en mars, au-dessus ou en dessous d'un niveau prédéfini. Et là, comme je vous le disais, on émet tous les jours et on émet tous les 10 points. Donc vous trouvez vraiment plus que tout ce qui peut être utile à votre trading. Plus on va être près du niveau actuel du CAC, plus on va avoir un effet de levier fort. Donc les produits les plus spéculatifs, les plus risqués, mais avec le plus fort effet de levier, plus on s'éloigne, moins on en a. Et donc voilà. En termes d'échanges, on l'a vu, également pas mal de nouveautés qu'on a également apportées, également des turbos classiques sur les 20 actions les plus négociées. Donc là-dessus, c'est également un ensemble de choses que vous retrouvez. Donc sur le CAC, on va dire du trading de court terme avec des turbos classiques. Si vous le faites en intraday, c'est-à-dire dans la même journée, des leviers fixes. Mais ce qui marche en ce moment et ce qui est le plus utilisé, c'est le turbo classique. Celui, c'est pas cher. C'est facilement négociable par le biais de bourse directe. Exactement. Et puis c'est celui qui est le plus facile à assimiler pour l'ensemble de la clientèle, quoi. Parce qu'il y a une date de maturité, il y a un niveau qui ne bouge pas. Enfin, le niveau qu'on a, il est fixe et donc c'est vraiment ce qui est le plus facile. Il y a une mécanique, il n'y a pas l'histoire de temps, de choses. C'est un produit qui est pur, quoi. Voilà, il est pur. Exactement. Et nous, on essaye d'être pas cher là-dessus. On les cote à 3 décimales, on essaye d'être pas cher. Donc le CAC mensuel, scénario un peu plus long terme, Frédéric. Ouais, un peu plus long terme. Alors là, par contre, pour l'instant, on le verra aussi sur le S&P. Pour l'instant, on est toujours sur un trend haussier sur le CAC 40. Donc, pas d'alerte. Néanmoins, on s'approche donc du bas de ce biseau haussier. Et donc, on l'a effleuré justement à un point près, 4895. C'est le niveau d'alerte. Donc, on l'a atteint la semaine dernière, tout du moins en phase de correction sur le mois d'octobre. Il est possible que si on passe sous ces niveaux des 4895, l'enjeu du mouvement de correction, donc qui prendrait de l'amplitude, de l'ampleur sur 2019, ce soit une cible que nous on a déterminée, donc une cible potentielle autour des 4625, 4500 points. C'est peut-être la cible pour 2019 de ce mouvement correctif qui a été initié sur le mois d'octobre. A contrario, il faudra repasser au-dessus de 5200 et surtout 5510. Mais pour l'instant, c'est pas le scénario envisagé chez Bourse Direct. On est plutôt à une petite consolidation, voire une petite reprise technique à l'heure actuelle pour éventuellement donc repartir à la baisse sur 2019. Là, je vous proposerai un scénario et je vais vous surprendre, qui utilise les stability. Alors, pourquoi les stability? On va le voir. Alors, déjà, l'instrument, de quoi s'agit-il? Le stability, c'est un instrument qui est relativement simple. On reste effectivement dans un produit de bourse, sur lequel le capital à investir n'est pas important. Toujours négocié en bourse de Paris, marché réglementé, ça c'est important. Le fonctionnement, on a un niveau bas, un niveau haut. On a parlé des turbos. Là, sur le turbo, on avait un seul niveau. Là, sur le stability, on en a deux. On en a un en bas, un en haut. Très simplement, le produit, on l'achète de 0 à 10. S'il arrive à sa date de maturité, on encaisse 10 euros. Si entre-temps, malheureusement, une des barrières, donc en bas ou en haut, a été atteinte, le produit meurt à 0. Donc là, c'est un produit qui est vraiment pour une petite part de son portefeuille, mais qui peut être intéressant. Pourquoi il peut être intéressant? Et en fait, quand on est dans une stratégie d'investissement, c'est que c'est le seul des produits de bourse où finalement, vous parliez d'éventuels impacts sur que peut avoir la volatilité, le passage du temps, etc. Avec le stability, en fait, tout est inversé. C'est-à-dire que plus le temps passe avec mon stability, plus je gagne de l'argent. Ce qui est quand même intéressant quand on investit en produits de bourse. C'est-à-dire que pourquoi on a ce mécanisme? Parce que potentiellement, si on a un mois la possibilité de voir deux barrières franchies, on a une certaine probabilité. Si on reste une semaine, on a moins de chances que ça arrive, et donc le produit vaut plus. Et donc avec le passage du temps, en fait, je gagne. Donc le temps n'est plus mon ennemi.
Et c'est peut-être le seul instrument, enfin produit de bourse dont on bénéficie, où on n'a pas effectivement d'impact négatif sur le temps. Deuxième élément, c'est-à-dire que, et qui est important, c'est-à-dire que c'est un produit sur lequel on peut faire une stratégie qui est relativement difficile de faire quand on est un investisseur individuel, c'est-à-dire se dire la volatilité est relativement importante en ce moment, je pense qu'elle va baisser. Comment on fait à profiter de cette intuition? C'est-à-dire qu'on voit le marché qui s'agite, on pense que ça va pas durer, comment on fait? Avec le stability, ça peut être également un instrument qui nous permet de le faire relativement simple, parce que plus le marché est agité, bouge, plus la volatilité est importante, plus on a de chances de voir l'une des deux barrières infranchies. Si par contre, la volatilité elle baisse, le marché se calme, on a moins de chances que ça arrive, donc le bon stability gagne de la valeur. Donc ça c'est pour le fonctionnement. Mais ce qui est intéressant, c'est pour ça que là je me relie en fait à ce qu'on disait sur le scénario sur le CAC, c'est que sur la stabilité, on peut effectivement avoir cette stratégie de se dire bon je pense que le CAC va rester entre, alors vous voyez on en a émis quand même un certain nombre, va rester dans un couloir prédéfini d'ici à le mois de janvier, février, mars, donc on les émet toujours avec 3 mois de date de maturité. Donc vous voyez on a émis vraiment toute une série de produits. Mais on peut également avoir une stratégie qui est celle de se dire qu'il peut y avoir une tendance sur le CAC. On va regarder où on se trouve juste maintenant. On est à 5137 et choisir un stability qui va être, en fait, on va essayer de viser le milieu. Pourquoi on va essayer de viser le milieu? Parce que c'est assez intuitif. Sur un stability, plus je suis loin des deux barrières, moi j'ai de chance qu'elles soient franchies. Donc l'objectif, ça va être de trouver un stability pour lequel l'évolution du CAC va le ramener au milieu. Et donc c'est pour ça que, par exemple, là, c'est relativement simple. Si vous prenez le 4002, 6002, le milieu, c'est à 5002. Donc plus on va se rapprocher des 5200 points, plus ce produit va gagner de la valeur. Donc, en fait, si on a une stratégie qui est, par exemple, là, dans les prochaines séances, de voir notre CAC qui est aujourd'hui à 5137 se rapprocher des 5002, on peut rentrer sur ce produit, où il est passé, le voilà. On peut rentrer sur ce produit et attendre que le CAC, effectivement, revienne sur les 5002. Et mécaniquement, mon produit va, effectivement, gagner en valeur. L'intérêt, c'est, comme je vous le disais, c'est qu'on va pas devoir en fait être conditionné par le passage du temps, puisque en fait potentiellement plus le temps passe, plus moi ça va dans mon sens. Donc dans une stratégie où on voit le CAC qui part pas effectivement dans une grande tendance, on pourra utiliser ce produit en prenant effectivement des bandes relativement larges. Naturellement, on va choisir dans notre scénario un produit sur lequel on va être un peu plus près potentiellement de le voir quand même grimper un petit peu notre CAC. Rebondir un petit peu. On va aller choisir des stabilités pour lesquelles effectivement on va être plus près de la bande d'en bas que celle d'en haut, parce que si on va dans ce sens-là, on va pouvoir gagner. Sans se mettre vraiment, plus on va être proche d'une des bandes, plus on va être naturellement dans un investissement spéculatif. Donc c'est pour ça qu'en fait ces instruments qui ont ce nom de stabilité sont très utiles dans ces phases où on imagine qu'il va pas y avoir en fait de grandes tendances. Donc c'est plus que la stabilité, c'est aller profiter de ces moments où on attend à ce qu'il n'y ait pas de grande tendance. Voilà, c'était la petite nouveauté du mois d'octobre. Donc sur les produits de bourse sur lesquels on a tout de suite réémis beaucoup. Mensuel, on l'a dit. Vous aviez également donc scénario sur les autres indices. Oui, en fait, on a regardé, on s'interrogeait, puis je pense qu'il était utile de faire une petite parenthèse sur les marchés américains, qui restent et qui resteront, je pense, à vitam aeternam, les marchés directeurs. Donc tous les ans, on nous parle de décorrélation entre les marchés américains. J'ai jamais connu. Oui, voilà. Et je pense qu'on connaîtra jamais, Denis. Non. Tout du moins tant qu'on sera en activité. Donc, on s'appelle corrélé au marché chinois un jour. Ça, en revanche, on ne sait pas, mais pour l'instant, il ne faut pas les marchés européens guider la tendance mondiale. Donc, au même titre que le CAC 40 en mensuel, même s'il y a un petit peu plus de risque sur le CAC 40 en mensuel, pour l'instant, sur le S&P, donc qui est l'indice de référence là-bas, puisque c'est celui donc qui est suivi par la plupart des gérants. Ce sont les 500 en plus grande valeur américaine. Pour l'instant, il est sur un biseau haussier. Et il a tout à fait, donc on est à mi-chemin, on est autour des 2600, 650 points. Donc on avait flirté avec la barre des 3000, 2940, il n'y a pas fin septembre, début octobre. Et puis la jambe de correction, donc le mois de correction qu'on a connu, nous a ramené vers 2500, 580. Il a tout à fait la possibilité, donc là on est autour des 2730, tout à fait la possibilité d'aller rechercher les plus hauts historiques. Ça ne nous paraît pas évident.
Par contre, il peut très bien donc continuer à corriger, donc sans brutalité et revenir chercher les 2600, 2600, 2580. Par contre, attention, le jour où on passera en dessous de 2530, là, on sortira du visé haussier. Et là, par contre, on aura alors, parce qu'on dit souvent que maintenant, les marchés sont dirigés par des algorithmes, hein, par des machines. Donc, le fait de. Probablement, tout le monde a à peu près cette zone-là des 2530, 2550. Le jour où on ira chercher cette zone et qu'on s'installera au-dessus, on aura donc des programmes massifs de vente d'actions qui nous entraîneront donc les indices de manière plus violente à la baisse. C'est ce qu'on connaît maintenant, hein, le sell-off à -6 dans la nuit, Ouais, et c'est ça. puis terminé, C'est quoi. ça. Voilà, C'est ça. ça accélère On les a choses. vu très régulièrement. En fait, les marchés américains, on a l'ouverture qui se fait de 15h30 à 16h30 et puis après, c'est la pause déjeuner. Donc, on a vu des marchés donc couvrir, se retrouver à moins 200, 250, 300 points sur le Dow Jones, qui est une baisse de 1%. Donc, voilà, il y a rien de dramatique. Et puis après, bah, la baisse se remet en place, se réenclenche à partir de 19h, 19h30, 20h. Et là, brutalement, on perd en 1h30, 2 heures, on perd 400, 500 points, quoi. Et on n'arrive pas loin des 1000 points de baisse. Donc, c'est tout simplement ces algorithmes qui sont à la manœuvre et qui produisent énormément de volatilité et d'écart sur ces indices. Mais on a pris l'habitude de vivre avec des séances à moins 4, moins 5%. Ça Oui. ne nous fait plus peur, hein. Non. Quand on a connu 2000, on a connu 2000, 2007, 2008, on a connu le Brexit, on n'a plus peur de rien. Voilà, en termes d'heures de cotation, enfin les produits de bourse qu'on émet chez Unicredit et qu'on peut négocier donc chez Bourse Direct, on peut le faire jusqu'à 22 heures. Hein. Je rappelle, négociation de 8 heures à 22 heures. Donc si vous souhaitez effectivement investir, que ce soit sur l'évolution des indices américains ou des valeurs américaines, on peut le faire. Hein, puisque là, c'est même le moment de la journée où vous allez trouver en fait les écarts de vente entre achat et vente les plus serrés. Mais surtout, je pense que c'est intéressant si on n'a pas franchement voulu clôturer ou on n'était pas certain de clôturer sa position à 17h30 voire 18h30. Donc, puisque Euronext va jusqu'à 18h30 en fin d'après-midi sur notre CAC 40. Hein, donc, notre CAC, clairement, en fonction de comment va se bouger le S&P, bah, on a des fortes chances de quand même d'avoir un impact le lendemain matin à l'ouverture. Donc, si on n'a pas voulu clôturer en fin d'après-midi, ben, en ayant la possibilité de négocier jusqu'à 22 heures, on peut se laisser un petit peu plus de temps. Donc, on peut avoir notre position sur le CAC qui reste ouverte pour la clôturer éventuellement à 21h, 21h30, etc. C'est important ce que vous dites, Christophe, parce que c'est ce qu'on soulignait il y a 2-3 minutes, c'est que souvent, maintenant, bon, ces produits-là sont corrélés à l'évolution du futur CAC 40 qui code donc jusqu'à 22 heures. Et souvent, bah, on a une prédisposition donc, du marché pour le lendemain qui se fait entre 19h30 22 heures. Donc, on peut tout à fait donc monter dans le train en marche et profiter donc des mouvements violents qui se réalisent sur le marché américain. Ok, alors euro-dollar rapidement et puis on va passer quand même aux valeurs qui est un peu la clé de notre. Si on doit peut-être choisir entre les trois, je préférerais l'or, moi. Ça ne m'ennuie pas. Parce qu'il y a quand même beaucoup de questions sur l'or actuellement. Et euro-dollar, comme le souligne souvent Denis, euro-dollar, on ne sait pas juger, donc on va faire simple. En fait, c'est les Américains qui dictent un petit peu la tendance, hein, donc c'est leur monnaie, mais c'est notre problème. Le pétrole, on avait certaines craintes, finalement, qui justement auraient pu provoquer une poussée inflationniste. Et puis, les tweets massifs de Donald Trump ont porté leurs fruits. L'Arabie Saoudite et la Russie ont ouvert les vannes il n'y a pas si longtemps que ça, ont augmenté leur production sur des niveaux historiques. Donc, aussitôt, on s'est replié donc, sur le pétrole et on est revenu sur une tendance neutre. Donc, on s'est replié d'une dizaine de dollars. On est passé de 85 à 75 sur le Brent. Donc, après, si on revient sur maintenant, si on regarde un petit peu, si on aborde un peu le graphique de l'or. Il y a pas mal de consensus assez optimiste, positif. Positif, hein, voilà. ça fait longtemps que c'est pas arrivé. Et ça fait longtemps que c'est pas arrivé, et c'est justement ce qui nous fait craindre une poursuite de la correction sur les marchés actions, parce que l'or par défaut c'est une valeur refuge. Et donc là, on était contrairement au S&P et au CAC 40, on était sur un biseau haussier. Là, on était sur un biseau baissier et on est sorti récemment de ce biseau par le haut. Donc probablement qu'on a engagé un mouvement de hausse sur cette matière première.
Et sur les niveaux actuels des 1170, 1200 dollars à l'once, on pourrait très bien donc acheter sur ces niveaux-là sans aucun problème pour aller chercher assez rapidement les 1330. Et nous, on a même des objectifs assez élevés sur l'or. Pourquoi pas aller revenir chercher 1800 dollars? Ça paraît peut-être exagéré, mais sait-on jamais, il y a peut-être une crise qu'on n'arrive pas encore véritablement à déceler. Il y a peut-être une crise en approche qui ferait donc flamber les cours de l'or sur des niveaux qu'on n'avait pas connus jusqu'à depuis 2011. Bah, sur l'or, nous, enfin, déjà, entre-temps, sur les taux de change, on a naturellement émis, pas seulement sur l'euro-dollar, mais en fait sur toutes les principaux couples vis-à-vis de l'euro, hein, c'est-à-dire le franc suisse, le GBP, le yen. Sur l'or, bah, on a émis plusieurs types de produits, donc turbo call, turbo illimité, turbo illimité ou turbo illimité best. Alors, sans aller trop dans le détail, c'est des produits qui ont tous les deux une date de maturité ouverte. Et là-dessus, bah, si on veut se positionner sur l'évolution de l'or, bah, c'est un produit qui nous permet, comme on l'a vu sur le CAC 40, de le faire également bah, de façon haussière ou baissière. Donc, vous pouvez vous positionner. Alors, en l'occurrence, là, on était plutôt sur une hausse. Vous choisissez votre prix d'exercice, c'est-à-dire que vous allez investir sur l'évolution de l'or au-dessus de ce niveau. Et bah, sur l'or, je ne sais pas si on va le maintenir, hein, si si ta stratégie continue, mais on émet bah, tous les 10 dollars. Donc, c'est ce qui permet effectivement de quand même bien choisir son effet de levier, parce que là, le principe est le même. Bah, plus on va être près du niveau de l'or, bah, plus en fait on va avoir un effet de levier important, et ça vous permet en fait en ayant tous les 10 dollars, bah, de choisir celui qui vraiment vous va dans votre sens. Donc vous le voyez, plus on va être proche, plus il va être réactif. Plus on s'éloigne, moins il est réactif, mais bon, on a moins de chances de voir notre investissement bloqué. Petite nouveauté du mois d'août dans notre gamme qui nous manquait, effectivement. Maintenant, quand vous faites vos articles sur l'or, on a également les produits pour les accompagner. Passe aux valeurs. Vous êtes prêt pour traverser la crise alors? Sûrement, oui. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est de voir effectivement s'il y a des bons coups. Donc l'or, a priori, on a compris que c'était donc si sur le cas on avait plus des stratégies, l'or à suivre dans nos prochains webinaires, il pourrait y avoir de nouveau un intérêt. Retournons donc aux valeurs. Avant, est-ce que petite question générale que on peut tous se poser, est-ce que enfin, c'est souvent qu'on se la pose, mais là, est-ce que c'est le moment d'augmenter c'est le moment d'augmenter ses investissements en actions? Donc oui, non, modérément. Attends, on va pas influencer le vote enfin, l'expression de nos participants. Voyons. Là, ça va vous voter beaucoup. Donc, on va pouvoir en fait interrompre notre sondage au bout de 30 secondes. Donc, il vous reste encore 2 secondes pour voter. Voilà. Le sondage, vous le voyez, 46% non. On a compris que j'ai même pas eu besoin parce que c'était déjà, je voyais déjà un petit peu les chiffres arriver, etc. C'était déjà. Mais oui, à 21%, 32% modérément. Donc légèrement positif, mais puisque la somme des positifs fait 54%, donc oui ou modérément, 46% non. Bah, c'est logique, hein. Ça c'est systématiquement, en tout cas au lendemain, dès qu'on a connu une grosse période, une grosse baisse, un gros mois baissier, on devient un peu plus prudent, on attend un petit peu avant de racheter, hein. C'est le comportement, je dirais, assez normal. Et puis c'est vrai que les gens sont pas idiots, Christophe, hein, ils voient bien quand même que la conjoncture est difficile. Non, mais vraiment, on le voit au jour le jour, effectivement, on sent bien quand même. On s'évertue à faire des produits pour les investisseurs, on s'imagine qu'ils ne soient pas idiots. Non, mais que je dis ça, effectivement, c'est que on voit quand même, hein, quand on dit qu'effectivement que la conjoncture a changé, je pense que tout le monde le voit. Et dans ces cas-là, c'est très logique, en tout cas, qu'on soit un peu plus prudent sur les marchés d'actions. Ça me paraît effectivement très, très logique. Hein. Bon, est-ce qu'il y a des valeurs sur lesquelles on peut aller quand même? Oui, quand même. Quand même. Et toujours, c'est ce qui fait voilà. Je la fais voir, donc bon, hop. On commence par quoi? Peut-être le fondamental. Ouais, alors moi, en fait, tout bêtement, j'étais assez binaire hein, avec les chiffres, non mais les chiffres du trimestriel.
moi je me dis, ok, on a des trimestriels là, qui ont d'ailleurs donné lieu à des grosses sanctions quand même parfois pour certaines valeurs. Donc je me dis, on a un monde qui a changé, ça se dégrade un tout petit peu, et on a des valeurs qui passent bien le cap des trimestriels et d'autres qui chutent complètement. Alors je me dis que celles qui chutent complètement, qui déçoivent, si elles commencent à décevoir alors qu'on commence à peine à avoir un environnement qui se dégrade, qu'est-ce que ça va être dans les prochains trimestres? Donc dans ces cas-là, moi j'achète que celles qui finalement ont bien réussi les trimestriels, et c'était le cas par exemple de Sanofi. Alors Sanofi, ça fait un petit moment en tout cas qu'effectivement que je me dis quand est-ce que ça va venir, quand est-ce que ça va venir cette inflexion. Ils ont assez souffert en tout cas de la division diabète, des effets de change en tout cas au cours des 2 premiers trimestres. Il y a bien un moment quand même où ça va repartir, on l'attendait, il l'avait promis pour une fois en tout cas au 3e trimestre qu'il y aurait cette inflexion, retour à la croissance, et résultat, ça y est enfin. Donc moi je me dis, je crois Sanofi, on est encore très loin des 100 euros, plus de 100 euros en tout cas de record qui date de maintenant de plusieurs années, 2 ou 3 années, des trimestriels qui ont été salués, enfin le retour à la croissance qui était attendu, les objectifs qui ont été relevés d'en haut de la fourchette, et puis on dit que quand il y a des arbitrages à faire, on est passé sur des actions de type value, des côtés dans le secteur, valeur d'actifs. Du coup moi j'achète Sanofi parce que c'est tout ça Sanofi actuellement. Oui, et puis ça fait partie aussi des valeurs compartiments, valeurs défensives. Donc les médicaments comme la distribution, l'alimentaire. Donc en effet, Denis, vous l'avez souligné, on est sorti en fait quand on regarde un petit peu le graphique, si on le décortique, si on le décompose un peu, on est sorti donc de cette vague de consolidation, de stagnation où il se passait pas grand-chose. On est sorti par le haut en fin mai, début juin de cette année, et donc on a incorporé on a dessiné un canal haussier donc de moyen long terme, donc qui est tout à fait propre sur Sanofi. On est sur une zone d'achat. Idéalement, donc probablement la publication des résultats, comme tu soulignais tout à l'heure, Denis, on avait déclenché un gap haussier donc entre 75,85 et 77,80. C'était probablement le jour de la publication. Voilà, donc ça c'est une zone d'achat idéale pour aller chercher donc 2 objectifs de moyen long terme. Le premier situé à 86 et le deuxième à 90. Voilà, donc sans être trop ambitieux sur Sanofi, on devrait pouvoir donc dégager une belle performance de l'ordre de 10 à 15% sur le titre. Surtout que le news flow continue à être positif parce on a vu récemment donc l'aval de la FDA sur plusieurs de leurs médicaments. Donc un train de dossier sur Sanofi. Un graphique en saut de puce, hein, on dirait. C'est assez marrant. Alors, donc objectif c'est clair, 86-90. Les niveaux à surveiller par contre en cas de repli? Idéalement la zone du gap, c'est-à-dire autour des 76-78 euros. Ok. C'est sûr que si on doit choisir un produit bourse, on va se laisser quand même un petit peu plus de marge parce que si on venait là, on rappelle nos turbos, ils sont désactivés puisqu'on le voit là, donc on est sur une tendance, donc turbo illimité baisse, on va aller chercher directement l'action Sanofi, c'est clairement l'une des actions sur lesquelles il y a beaucoup de transactions. C'est vrai que elle a été un peu sortie de la top 10 dans les des échanges sur les sur les produits de bourse ces derniers temps. C'est clairement une des valeurs qui avait été le plus négociée l'année dernière. Là, même concept, on va aller chercher un turbo en choisissant fondamentalement son prix. Donc tu nous donnais comme niveau de protection. La zone d'achat, c'est dans le pire des cas, c'est 75, 50, 76. Donc il faut mettre un stop si on sortait éventuellement du canal haussier, c'est-à-dire mettre un stop autour des 72,5, 73 euros. Alors si on veut être vraiment très dynamique, on a effectivement un turbo qui est là-dessus, donc qui aujourd'hui fait plus 11%. Donc c'était à voir ce matin. Mais par contre, vous le voyez, l'effet de levier est quand même de 9,12. Donc là, on est vraiment sur un scénario où on a en gros de 1 à 10, donc on est vraiment sur le canal. Ce qu'on peut pas vraiment recommander, mais enfin ce qu'on peut effectivement se dire de façon de bon sens, c'est que si on se laisse quand même un petit peu une petite marge supplémentaire quand on va choisir un turbo, parce qu'on le rappelle, quand le niveau est déclenché, on a effectivement moins. On peut aller prendre celui-ci qui a effectivement quand même un effet de levier de 5, qui aujourd'hui fait quand même sa belle petite
performance de 6,17%, ce qui nous permet effectivement de suivre la hausse en ayant effectivement un stop qui se retrouve à 19%. Si on veut être plus près, parce que c'est également, on a deux façons de le faire avec les turbos. On est dans une stratégie de buy and hold, donc les turbos est limité. On rentre sur un produit capable de maturité. On investit en gros 5 fois moins que ce qu'on investirait directement sur l'action. On la laisse courir. Si on veut par contre vraiment être dans une stratégie purement spéculative, on va être beaucoup plus près et investir beaucoup moins. Sanofi, donc première valeur, donc on note dans nos tablettes comme haussière, donc avec une bonne marge. Alors, on passe toujours à la partie peut-être plus fondamentale. Essilor, donc Essilor Luxottica avec des belles lunettes en couleur sur fond doré, parce qu'on aime bien, on est acheteur aussi, on veut investir, parce que c'est une autre publication trimestrielle qui a été donc saluée, donc ça se passe bien. Puis surtout que ça fait quand même 3 ans qu'il se passait rien quoi sur Essilor, entre des doutes sur le ralentissement de la croissance, et puis après il y a eu cette annonce sur une prochaine fusion avec l'italien Luxottica. Tout ça, c'est un petit peu se met le trouble sur une valeur qui était une belle valeur père de famille, de croissance, rentable. Donc il y a eu un petit blocage, on va dire, durant 3 ans. Ça y est, c'est enfin terminé. On a eu la dernière publication trimestrielle d'Essilor seul, on va dire, donc en quantité seule avant la fusion. Et là, on était rassuré par la croissance, donc c'est bien. Et puis maintenant, ce qu'on attend, c'est les bienfaits de la fusion avec l'italien Luxottica. Ça marchera peut-être pas, mais en tout cas, il y a une histoire, en tout cas, racontée, et la bourse a envie de croire à cette histoire, parce que ça y est, on redécolle un petit peu. Petit avantage aussi, c'est que le groupe dit qu'il n'est pas du tout concerné par la guerre commerciale avec la Chine. Donc, en gros, a priori, ça, il n'y a pas de risque de ce côté-là. Et puis, signe aussi de la confiance d'Essilor, c'est que ça y est, après la méga fusion avec Luxottica, ils reprennent leur petite politique d'acquisition ciblée de laboratoires, notamment aux États-Unis. Donc, ça y est, on a l'impression qu'au bout de 3 ans, c'est enfin reparti chez Essilor Luxottica, et nous, on a envie d'y croire d'un point de vue fondamental. Voilà pourquoi on est acheteur. Ça fait donc une belle histoire, puisqu'il va y avoir aussi la partie luxe qui est en ce moment quand même très pas mal. D'un point de vue graphique, on en est où Ça conforte les propos de Denis, donc avec ou sans lunettes, on voit bien que la résistance majeure, donc même historique, elle est pas mal celle-là. des 120 €, donc a été franchie donc dans un premier temps sur le titre. Après, on a fait ce qu'on appelle dans le jargon graphique un pullback, c'est-à-dire qu'on est revenu prendre appui sur cette résistance et on est en train de consolider autour. Donc logiquement, là, on est sur une zone d'achat, clairement, on est sur une zone d'achat autour des 120 € avec un stop de protection qu'on pourrait déterminer si jamais ça se passe mal, sait-on jamais, à 110. Mais par contre, on a des objectifs assez ambitieux de 130 et 140 € sur le titre. Voilà, donc acheter sur ces niveaux-là, autour de 120 avec un stop à 110 et puis un premier objectif de 130 puis de 140 €. Ok, là aussi on pouvait pas le manquer la valeur déjà parce que elle est importante dans le panel des actions françaises, mais également puisqu'elle il y a cette histoire avec une action italienne. Puis vous le savez, Unicredit c'est une banque italienne, c'est aussi une banque allemande, c'est une banque de beaucoup de pays. Mais donc du coup, dans nos sous-jacents, vous allez retrouver aussi toute une sélection des meilleures actions italiennes et des meilleures actions allemandes. Et en ce qui concerne donc Essilor, vous retrouvez notre gamme déployée de façon complète, c'est-à-dire que c'est ce que on propose maintenant, c'est-à-dire que quand on a un produit, vous voyez, vous avez le choix entre le Varan, le turbo classique, le turbo illimité, le turbo illimité baisse. Donc vous avez vraiment le choix pour faire votre sélection. Là-dessus, si on est vraiment haussier, on va rester pour être simple sur des turbos illimités baisse, donc pas de date de maturité. Même principe, on va aller choisir son niveau de levier en fait en le prenant sous les niveaux de support que nous indiquait Frédéric. Et même principe, on a des produits qui vont être de plus en plus réactifs, plus on va être près du produit et de moins en moins, plus on va être éloigné, mais de plus en plus protectif. On avance dans notre histoire. BNP Paribas. BNP, là, je deviens un peu plus prudent, donc je suis un peu plus neutre. C'est vrai que ça a été l'un des trimestriels qui a accueilli, tranquillou, mais pas forcément à la hausse, petite baisse, moins 2%. On le voit d'ailleurs aussi sur Crédit Agricole, pareil ce matin, -1. On sent qu'il n'y a pas beaucoup d'engouement, en tout cas pour le secteur des banques.
bah, c'est vrai qu'on a des activités de marché qui continuent à souffrir encore. On l'a vu dans les matières premières, les taux avec l'école ce matin. Un contexte peu porteur en Europe. On l'a vu tout à l'heure quand on parlait de la conjoncture, sur les taux, les devises, les matières premières. Donc globalement, il n'y a pas encore une conjoncture, un secteur, un environnement qui permet de doper les banques. D'autant que ce qu'on attend, c'est surtout en fait maintenant bah, la coupe des taux. Bah, c'est vrai qu'on dit les taux vont remonter, c'est bien, c'est bon pour les banques. Attention, il n'y a pas que ça, il n'y a pas que les taux qui montent. Il faut surtout voir en fait l'écart de taux entre les taux longs et les taux courts, parce que c'est quand même, vous le savez très bien, c'est quand même en fait sur les écarts de taux long terme, court terme que les banques gagnent de l'argent, se financent. Donc en gros, bah, effectivement, c'est pas encore le moment pour moi. Voilà pourquoi. Bon, ce sont des valeurs qui sont quand même encore décotées. Hein. Il y a une approche value à avoir, puisqu'elles sont décotées par rapport à l'actif. Donc, a priori, il n'y a pas de raison en tout cas qu'elles chutent complètement. Mais ce sont quand même des valeurs à fort bêta. Donc, attention, réactive avec le marché. Et ce n'est pas encore totalement le bon moment pour moi pour acheter. Donc, je suis plutôt neutre actuellement sur les banques, mais je ne suis pas vendeur. Et donc sur la partie graphique, on en est. Si on regarde la configuration graphique, donc là, bon, maintenant, comme le souligne Denis, on aborde les choses un petit peu, parce que jusqu'à présent, les gens n'auraient pas compris qu'on recommande que des valeurs à l'achat, donc en étant baissier sur le marché, en étant baissier, donc on aurait été un peu contradictoire, donc il aurait fallu qu'on révise un petit peu nos classiques. Donc c'est vrai, sur BNP, on est dans pour l'instant sur un biseau haussier, donc également graphiquement, mais par contre elle est bordée, elle est capée donc par une tendance baissière de court terme. Donc on voit actuellement donc BNP Paribas, on voit actuellement pour donc ça va autour des 45, 46 pour aller, pourquoi pas, on a été gentil, on vous a même fixé l'objectif d'ici avril 2019, aller chercher une cible autour des 36, 37 euros. Voilà, donc on n'est pas foncièrement baissier, mais par contre, sur BNP, il n'y a aucune raison, comme le soulignait Denis. Pour l'instant, le contexte, il n'y a absolument aucun catalyseur qui permettrait aux banques, au secteur bancaire de remonter. On a eu les tests de résistance de la BCE donc vendredi. Il y a certainement, je crois, la Société Générale on a incité à renforcer les capitaux, les fonds propres. Voilà, donc il y a encore pas mal d'incertitudes sur le secteur bancaire. Et puis voilà, aucun catalyseur à la hausse qui pourrait se déclencher prochainement. La hausse des taux courts en Europe, je pense que on peut l'arranger de nouveau au placard. Hein. Certes, les taux ont monté aux États-Unis. En Europe, on l'anticipait pour fin 2018, voire premier semestre 2019. Vu le ralentissement des PIB et des indicateurs manufacturiers d'activité en zone euro, il m'étonnerait fort qu'on ait une reprise donc des taux courts par la BCE d'ici probablement fin 2019, voire au-delà. Bah, sur BNP, en fait, on a, c'est intéressant comme sous-jacent. Bon, naturellement, toujours le même principe, on les a tous. Donc là, la différence, c'est que on va pouvoir se positionner, en fait, sur des produits baissiers dans deux optiques, soit parce qu'on souhaite se positionner sur la baisse du titre, point final, soit parce qu'on veut garder l'action en portefeuille et donc mettre en place une stratégie de protection. Et donc pour là, vous allez pouvoir également utiliser des turbo illimités avec turbo limité best, turbo classique, ce que vous voulez. Si vous voulez faire de l'intraday, c'est-à-dire pendant la même journée, par contre sur ces produits, vous retrouvez également notre corde à votre arc, qui sont ces produits, outre le stability qui existe toujours sur BNP, donc on peut avoir la même stratégie qu'on faisait sur le CAC mais à l'envers. On retrouve également des leviers fixes, donc ils nous sont des produits qui vont en fait jusqu'à 5 et bientôt 8, une exclusivité Unicredit, vous permettre d'investir pendant la même journée, surtout sur l'évolution d'un titre. Donc c'est particulièrement adapté quand ces marchés bougent. C'est vrai que les bancaires sont un peu sortis également du top 10 dans les 3 derniers mois en termes de spéculation, de négociation sur les produits de bourse. On avance dans la présentation. Donc première valeur baissière, la suivante, la voilà.
Kering, Eric, bon, ouais. attention parce que Kering, effectivement, c'est quand même le. Alors, effectivement, le luxe, attention quand même, parce que c'était l'un des secteurs qui était le plus encensé, en tout cas au cours de ces derniers trimestres. Donc, c'est normal que c'était, en tout cas, l'une des grandes victimes du sell-off du mois d'octobre. Et en particulier Kering qui a gagné jusqu'à plus de 30% depuis au plus haut de l'année. On est revenu à zéro. Donc, elle est capable de reperdre en très rapidement ce qu'elle a gagné. D'autant qu'on a vu une petite multiplication du cours par 4 en l'espace de 2 ans. Donc, il est temps qu'on fasse une pause, selon moi. Même si Gucci a quand même rassuré, ça représente 60% du chiffre d'affaires, a quand même rassuré au troisième trimestre en termes de croissance. Moi, je dis attention quand même parce que ça avait beaucoup monté. Il est temps de faire une pause et c'est un secteur qui est exposé à la Chine et à la consommation dans le monde, au tourisme. Donc, a priori, c'est pas non plus, c'est sûr qu'il n'y a pas de crainte particulière sur le tourisme, pas encore sur la consommation, mais il n'y a pas non plus, comme je disais tout à l'heure, le mot qu'utilisait Frédéric, il n'y a pas de catalyseur, en tout cas particulier à la hausse sur un secteur qui a déjà très bien performé. Oui, c'est le moins qu'on puisse dire. D'autant plus que Kering, je crois, a annoncé récemment un programme de rachat d'actions. Donc, s'ils commencent à utiliser le cash, les liquidités pour acheter des titres, c'est qu'ils sont peut-être en manque d'inspiration pour éventuellement doper de nouveau leur marge. Donc, ce que Denis le soulignait, des ventes qui ralentissent un petit peu en Chine. Donc, ça devrait rogner un petit peu les marges et les bénéfices. Et puis, un titre qui a été multiplié par pas loin de 4 en 2 ans. Donc, depuis milieu 2016, on va aller autour des 120. On est monté jusqu'à pas loin de 500 en milieu d'année, en 30% de hausse. On a pour nous initié, c'est flagrant, on a initié donc un mouvement de correction qui est somme toute logique. Hein, les arbres ne montent pas jusqu'au ciel, comme le disait Denis tout à l'heure. Donc éventuellement on mettra un stop de protection. Donc on est vendeur sur le titre, on mettra un stop de protection au-dessus de 4000, au-dessus pardon de 465. Actuellement ça vaut autour de 420, avec pour l'instant donc des cibles à la baisse à 300, autour des 340 voire des 300 euros. Ça donne un bon potentiel à la baisse. Vos produits, Christophe, vos produits baissiers devraient en profiter. Mais non, mais sur Kering, là, c'est vraiment l'une des valeurs où on a tout. Hein. Ça a été, c'était dans je crois même la troisième valeur cotée plus échangée sur les produits de bourse, tout mélangé avec les indices hein, au mois de mai. Donc c'est vrai que c'est une action qui plaît en ce moment. Le luxe est toujours un secteur qu'on va retrouver. Depuis le début du mois, c'est toujours dans les plus échangés. Donc c'est l'une des actions sur lesquelles on a particulièrement construit une gamme importante et on a même la gamme la plus importante du marché sur l'action. Donc vous l'aviez choisi, moi je suis content parce qu'on a quand même beaucoup émis sur ce titre et là aussi, comme d'habitude tous les jours et avec un ensemble de points importants. Petite point technique pour les investisseurs en produits de bourse. Vous savez qu'il y a la parité. La parité, c'est le rapport entre le produit de bourse et l'action sous-jacente, hein, qui peut être de 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, n'importe quoi. Alors chez Unicredit, depuis le mois de mai, on a décidé depuis même le mois d'avril, on a décidé de tout standardiser. C'est effectivement compliqué, c'est-à-dire que quand on va chercher sur une valeur, ça va être 5, sur l'autre ça va être 7, sur l'autre ça va être 8. Alors, on a tout standardisé, on a 1, 10, 100. Voilà. Donc 1 pour les valeurs qui valent pas cher, 10 pour ceux qui valent entre 15 euros et 400, 500 euros. Donc là, on va retrouver donc les valeurs importantes, dont Kering de notre CAC. Et puis 100, ça sert pour Amazon et quelques autres, mais on n'en a pas beaucoup. En tout cas, c'est tout standardisé, c'est-à-dire quand vous faites vos calculs, c'est assez simple de calculer le prix du sous-jacent, prix d'exercice, on divise par 10 ou on prend la différence telle quelle. Et ce qui est sur une valeur qui vaut cher est d'autant plus intéressant parce qu'on arrive presque à une fourchette achat-vente qui est de 0. Quoi. Techniquement, 10 là-dessus, vous le voyez, le rapport, c'est quasiment 0 en termes de spread. Donc, ce qui rend très économique. Il nous en reste peut-être une petite dernière. Oui. Là, l'autre. Forestia. Alors pour moi, effectivement, c'est partie des secteurs, en fait, on est acheteur ou on est vendeur. Donc en gros, c'est vrai que c'est difficile de lutter contre la force d'un secteur et l'automobile va pas bien depuis maintenant plusieurs mois. C'est certainement le secteur où il y a eu le plus d'avertissements sur chiffre d'affaires, résultats, emmené notamment par Valeo, mais c'est vrai que Forestia, c'est pas très beau non plus. Alors c'est vrai qu'il y a un monde qui change là aussi, il y a comme une mutation en fait vers les voitures électriques et hybrides. On a un secteur qui est certainement peut-être le plus sensible aussi à la guerre commerciale avec
annonces de Trump, hein, on l'avait entendu, hein, et hausse des matières premières, ralentissement de la croissance. On dit qu'effectivement il y aurait un ralentissement de la croissance à la fois donc en Chine, en Europe, mais aussi aux États-Unis pour tous les secteurs pour le secteur entier d'automobile. Pression sur les marges donc à venir, parce qu'effectivement on aura beaucoup plus de concurrence sur les nouveaux produits, nouveaux véhicules. Donc tout ça fait qu'effectivement tout est négatif actuellement pour moi dans le secteur de l'automobile, même s'il a déjà pas mal baissé. Donc, on sent bien qu'on est en train de se stabiliser au moins un petit peu ou de remonter tranquillement. Mais sur le fond, moi, je vois toujours pas d'éclaircie particulière. Donc, à moins qu'il y ait des coups techniques à jouer en bourse, moi, je suis toujours vendeur, en tout cas négatif sur le secteur de l'automobile. Oui, tout à fait. Quand on regarde le graphe, donc on a gardé le meilleur pour la fin. Enfin, on va pas dire le pire, hein, mais valeur cyclique par excellence. Donc, on traverse une période trouble donc en termes de croissance économique. Donc, on a hésité entre Valeo et Forestia. On pensait que sur Valeo, avec deux avertissements, un cet été et un il y a une dizaine de jours, on avait fait une bonne partie du chemin à la baisse. Donc, on a plutôt donc opté pour Forestia. Voilà, donc avec des tops pas loin des 80-90 euros en début d'année. Maintenant, on est vraiment négatif sur le titre. On fera quand même, à l'image de Kering, on mettra quand même au cas où, donc ça vaut actuellement autour des 46 euros. On mettra un stop de protection donc à l'achat, c'est-à-dire qu'on coupera, donc on invalidera notre signal de baisse au-dessus de 52 euros, mais pour jouer une cible, deux cibles. La première de court terme qu'on voit à 35, donc actuellement ça vaut 45, hein, donc ça fait pas loin de 20% de baisse. Et puis la seconde autour des 30 euros, donc également d'ici avril 2019. Donc tous nos graphes donc coïncident avec cette date-là, avril 2019. Donc probablement que le premier trimestre 2019, il va peut-être se passer des choses. Entre temps, donc quand vous l'avez inséré, alors bizarrement, on n'a pas de produit de bourse sur Forestia, mais on en aura d'ici lundi. Donc c'est une des nouveautés. Donc d'ici lundi, on va rentrer quatre actions dans le gamme: Forestia, Score, Altran et de Richebourg. Donc vous avez jusqu'à avril 2019 pour les produits baissiers. Oui, entre temps, ils arrivent à lundi. Donc on n'en est pas loin. Donc je rappelle que ce webinaire faisait partie d'une grande initiative qu'on a également en ce moment avec Bourse Direct, le tournoi des produits de bourse. Donc là, on est dans la partie la plus, je dirais, apporter du contenu. Le tournoi des produits de bourse, on a commencé la semaine dernière. Frédéric, vous n'y étiez pas, mais on a lancé la première manche. C'était difficile, on avait pris une journée quand même relativement compliquée. Je vous rappelle le principe de ce tournoi, c'est de se retrouver d'une initiative qui va nous accompagner jusqu'au mois de décembre, jusqu'au 13 décembre, donc jusqu'à Noël. Vous allez pouvoir, en fait, on va essayer de vous donner des éléments pour mieux gérer vos produits de bourse, pour mieux gérer la bourse en général, vos investissements. Et en particulier, on vous met à disposition ce tournoi. Donc, la possibilité de vous inscrire gratuitement. Le site, vous le retrouvez là et vous retrouvez également le lien sur notre site bourse.unicredit.fr ou sur le site de Bourse Direct, donc boursedirect.fr. On vous propose une journée de bourse, donc vous vous inscrivez, c'est gratuit. À 18h30, on se retrouve une fois par semaine, enfin une fois toutes les 2 semaines. Le prochain, le 14 novembre, on sera en direct de Euronext Paris, de la salle de surveillance de Euronext Paris, et donc on reproposera une journée de bourse au cours de laquelle vous pourrez investir avec le CAC x10, le CAC fois moins 10, et à la fin, donc il y aura des gagnants. On l'a dit, cette initiative non mais jusqu'à Noël, donc il y aura également des prix et des lots. Mais l'important, je pense que outre l'aspect de compétition et l'aspect de savoir comment on peut effectivement investir, c'est surtout de savoir se familiariser avec le produit, mais surtout avec ses propres émotions, hein, parce qu'il y a cet aspect de compétition, on voit les graphiques qui se dessinent, on est dans une ambiance bourse, parce que se concentrer avec ses émotions, donc on voit des investisseurs qui rentrent en surtrading ou qui paniquent et qui effectivement oublient de mettre leur stop. C'est un moyen de s'entraîner, même si on est déjà bien expert en bourse, d'aller se mesurer au marché. De toute façon, c'est un training virtuel, donc on risque rien. Et donc, Frédéric, vous serez avec moi le 14 et jusqu'au bout de l'aventure. Novembre, et on sera chez Euronext Paris pour en parler.
Je vous remercie donc de nous avoir accompagnés, monsieur. Je vous remercie effectivement pour vos analyses qui sont toujours bienvenues. Le moment, je pense, le message qu'on peut passer, bah, c'est que il y a quand même des actions sur lesquelles on peut investir. On l'a vu, pas de forte tendance sur nos indices. Cependant, des stratégies qui sont possibles. Là, vous nous avez donné 5 de vos convictions, hein, donc je les repasse rapidement. Je les repasse rapidement, enfin, tout au moins, j'essaye. Les voilà. Je les repasse rapidement. Donc, à la hausse, on a parlé de Sanofi, on a parlé d'Essilor, à la baisse, BNP, Kering et Forestia. Donc, et puis, donc, dans la partie un peu plus générique, on a des scénarios un peu plus mitigés sur l'indice CAC et le S&P, relativement haussiers sur l'or. Donc, tout un ensemble de scénarios que vous pouvez matérialiser également avec les produits de bourse. Je vous remercie de votre participation, toujours bienvenue. On aura, vous retrouverez donc le webinaire sur notre site bourse.unicredit.fr dès demain. Donc si vous voulez le retrouver les niveaux dont on a parlé, c'est relativement simple. Toujours la même adresse, bourse.unicredit.fr. Je rappelle le site, ton site, moi je mets toujours investir.fr, mais je sais pas si c'est comme ça qu'on va. Investir.fr. Donc c'est bien. Et pour ce qui est de Frédéric, boursedirect.fr, donc avec un ensemble d'activités en ce moment, et à ne pas manquer le tournoi des produits de bourse. Ah bah d'ailleurs, il y a le bandeau du tournoi des produits de bourse, donc si vous voulez y aller, clac, il suffit de cliquer dessus. Merci de votre participation et bonne continuation dans votre trading, bon trading, et à bientôt.